le fameux problème du taux d'actualisation, qui est en fait le chapitre de ce cours, peut-être plus que tous les autres, qui sont jamais que des méthodes, mais qui ont besoin de celui-ci pour pouvoir être menés à bien. Donc, pour ce taux d'actualisation, voilà ce que l'on a pu déjà voir la dernière fois. On est sur la base de l'utilisation du CMPC pour la plupart de nos actualisations, vous vous souvenez, hein, pour les flux de trésorerie par exemple, mais pas seulement. Dans ce CMPC, eh bien, il y a un point important, c'est tout d'abord la rentabilité qui est attendue pour les fonds propres. Et cette rentabilité, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois, mais aussi les années précédentes pour certains, c'est le MEDAF qui nous le donne. Le problème du MEDAF, eh bien, c'est que ça marche pour des sociétés cotées. Donc, c'est 1 millier de sociétés à peu près en France qui sont concernées. Dans ce calcul du MEDAF, dans la formule du MEDAF, et on trouve également des éléments qui sont aussi soumis à débat. C'est le problème du taux sans risque que l'on va utiliser. Jusqu'à très peu de temps, ça se passait plutôt bien. Depuis la crise des subprimes 2007, eh bien, on commence à avoir des doutes sur le fait qu'un emprunt d'État soit considéré sans risque. Les risques, maintenant, on les voit monter en puissance. L'autre grand problème, et je crois que je m'étais arrêté là, eh bien, c'est le fameux bêta que l'on retrouve dans notre formule. Je ne vais pas beaucoup vous embêter là-dessus, parce que le temps passe et puis qu'à distance, c'est pas très pratique. Mais si je passe sur le tableau blanc, le bêta, vous vous souvenez, le bêta, c'est jamais que chercher le lien entre la rentabilité d'un titre, que je vais vous appeler petit a, et la rentabilité du marché. Donc là, vous avez une belle formule statistique que vous pouvez utiliser, covariance des deux rentabilités sur variance de la rentabilité de marché. Peu importe, c'est des stats, ça se fait très bien. Pour ceux que ça amuse, hein, je peux vous filer un fichier avec plein de calculs à faire et vous calculez le bêta. Mais déjà, un certain nombre de questions vont se poser. Je vais vous prendre un exemple. J'ai quelque part des bêtas de 2 entreprises. Il faut juste que je retrouve mes bêtas. Voilà, j'ai des bêtas. Donc, j'ai 2 grandes entreprises, 2 grandes sociétés qui font des calculs de bêta. Des bêtas que vous pouvez acheter, généralement vous achetez très cher auprès d'eux. Vous avez une société qu'on appelle Standard & Poor's, et vous en avez une autre qui s'appelle Thomson Financial. Ils calculent des bêtas et ils vous vendent ces mêmes bêtas. Alors, quelques temps en arrière, je m'étais interrogé, je me dis tiens, je vais regarder pour certains groupes cotés en bourse, des grands groupes, quel est leur bêta. Alors j'ai pris le groupe Accor, hôtellerie, standard, je vous dis voilà, le bêta à l'époque est de 1,01. Donc si vous vous rappelez ce qu'on a dit sur le bêta, ça veut dire que si le marché connaît une croissance de 1% de sa rentabilité, Standard nous dit Accor va connaître une croissance de la rentabilité de son titre dans la même proportion, hein, de 1%. Chez Thomson, légère petite différence, on nous le donne à 1,19. Bon. Après, j'ai regardé
le groupe TF1. Groupe TF1, Standard nous donne un bêta de 1,45. Donc, ce qui veut dire que si le marché connaît une hausse de sa rentabilité de 1%, eh bien, le titre TF1, lui, doit connaître une hausse de son titre de 1,45%. Il fait mieux que le marché. Par contre, Thomson me donne un bêta de 0,87. Ah, c'est un peu embêtant, ça. Parce que là, pour le coup, ça veut dire que si le marché connaît 1% de croissance de sa rentabilité, pour Thomson, TF1 devrait connaître qu'une augmentation de 0,87%. Donc, vous voyez, entre les deux, là, on a pour le coup une différence qui est quand même assez importante. J'en ai regardé plein, hein. J'avais été chercher aussi Veolia. Veolia, eh bien, c'est 0,16 pour son bêta chez Standard. Donc, Veolia, en fait, connaît une très faible augmentation de sa rentabilité lorsque celle du marché augmente de 1%. Et Thomson, pour Veolia, donne 0,55. Donc, vous voyez ce que ça signifie, hein, ces différences de bêta. C'est que ce bêta est appliqué à la prime de risque du marché pour obtenir la rentabilité attendue ou des fonds propres. Eh bien, quand vous avez pour TF1 1,45, un bêta de 1,45 ou 0,87, je pense que vous voyez que la rentabilité attendue va être quand même plutôt très différente. Et donc, le taux d'actualisation va être plutôt très différent. Donc, les résultats que vous obtenez dans vos calculs de flux de trésorerie actualisés, par exemple, risquent d'être plutôt assez fort différents. Ça sera vrai également si vous êtes en train de calculer une valeur sur la base des dividendes, ce qu'on a vu dans le chapitre 5, et encore beaucoup plus vrai, parce que là, pour le coup, si vous vous souvenez de la formule de Gordon-Shapiro, bah là, on est en plein dedans, quoi. 1,5% plus ou en moins, ça va changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que ce bêta, eh bien, on a intérêt à savoir comment il est calculé, et pas mal d'éléments vont influencer ce bêta. Alors, vous savez, qu'est-ce qui influence le bêta quand je le calcule? Vous avez une petite idée? Je dirais au niveau de la période de calcul qu'on prend. Précisez un peu. Parce que si on prend par exemple une période qui va de 2000 jusqu'à nos jours, bah, déjà il y aura déjà une crise à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Il y a déjà la période qui va jouer. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre Danone. Tout le monde connaît, comme ça tombe bien. Si vous prenez une période d'une année, c'est-à-dire que si vous récupérez les cours de Danone pendant une année, la rentabilité du marché pendant une année, le bêta, vous le calculez à 0,518. Si vous prenez par exemple 2 années de cours du titre et de variation du marché, le bêta passe à 0,436. Et si vous prenez par exemple un bêta calculé sur 5 années, un avec un S c'est mieux, eh bien votre bêta, tous les autres éléments de la formule sont identiques, hein, le bêta passe à 0,171. Bon, vous voyez déjà que la période va être importante. Et là, c'est tout le problème. Parce que vous avez vu en stats que plus vous avez une taille d'échantillon importante, plus vos stats sont solides. En gros, hein, il vaut mieux avoir un échantillon avec 100 données qu'un échantillon avec 5 pour faire vos calculs.
Donc effectivement, si vous prenez Danone sur 5 ans ou sur 10 ans, vous aurez beaucoup d'informations pour faire vos calculs. Mais vous allez me dire, il y a peut-être un souci. Le souci, c'est que, je vous le marque, parle-t-on toujours de la même entreprise? Parce qu'on est face à des entreprises qui n'arrêtent pas de muter, de changer dans le temps. Je vous donne 2 exemples très parlants. Il y aura Danone et puis Saint-Gobain. Je sais que Saint-Gobain, j'ai dû vous en parler. Saint-Gobain travaille beaucoup sur les portefeuilles de filiales qu'elle détient, en se disant, eh bien, dans certaines activités sur lesquelles on veut s'implanter, eh bien, on va racheter un nombre important de sociétés de manière à avoir une taille critique. Donc, si par exemple, je vous dis n'importe quoi, je m'intéresse aux panneaux solaires, eh bien, je vais acheter beaucoup d'entreprises du secteur pour pouvoir tout de suite m'implanter fortement sur ce créneau. Et puis, si je n'y arrive pas, eh bien, assez vite derrière, je n'ai pas atteint la rentabilité souhaitée, je vais me défaire de ces mêmes sociétés. Ça ne marche pas. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, Saint-Gobain, c'est quelque chose comme 400 sociétés nouvelles achetées par an. Et c'est à peu près dans les 350 revendus. Donc, ça veut dire que si vous suivez Saint-Gobain sur plusieurs années, le nom reste le même, mais le contenu de Saint-Gobain est amené à changer très régulièrement au fil du temps. Donc, si vous prenez Saint-Gobain sur 5 ans ou sur 10 ans, en fait, vous avez constamment quelque chose qui n'est plus avec le même contenu. Donc là aussi, il y a un risque que le bêta soit amené à fortement changer. Deuxième exemple, Danone. Est-ce que vous connaissez le métier d'origine de Danone? Et le nom d'ailleurs, d'origine? Oh. Non. Non. Allez, petite histoire de Danone. Initialement, le père du PDG actuel de Danone, Monsieur Ribou, a pris le contrôle d'un groupe qui s'appelait le groupe BSN. Et c'est un groupe qui était spécialisé dans le verre, la fabrication de bouteilles en verre, de pots en verre, etc. Ça, c'est dans les années 50. Et ces pots en verre et ces bouteilles en verre étaient surtout achetés par les sociétés d'eau minérale, de boissons, mais aussi pour toutes les entreprises qui fabriquaient du yaourt et qui mettaient les yaourts dans des pots en verre. Et ce monsieur Ribou, au bout de quelques années, voit se développer la consommation auprès de la grande distribution. Il voit les très grandes chaînes de distribution se mettre en place, voit que de plus en plus les clients vont acheter des grandes quantités dans les magasins, et il se dit le verre, ça va être fini pour 2 raisons. La première, c'est que les gens achetant de plus en plus de boissons, de yaourts, etc., je ne sais pas si vous avez essayé, mais si vous prenez un pack de 6 yaourts en verre et un pack de 6 yaourts non en verre, vous avez quand même une différence de poids notable. Donc, rien que déjà, ça, il se dit, ça va vite poser un problème aux gens, c'est que s'ils commencent à acheter de l'eau minérale en bouteille en verre et des yaourts en verre, eh bien, ils ne vont pas être déçus pour transporter leurs courses. Et puis, deuxième chose, une fois qu'ils ont consommé, ils se retrouvent avec du verre de partout. Des pots en verre vides, des bouteilles en verre vides. Donc derrière, faudra qu'ils s'en débarrassent. Ça va être vite compliqué.
Et il se dit, l'avenir n'est plus de fabriquer les contenants, notamment en verre, puisqu'on va aller très très vite sur des contenants qui sont fabriqués à partir de matières plastiques, et pour lesquels on n'aura pas beaucoup en fait de valeur ajoutée. Donc si on veut continuer, on passera du verre au plastique, mais on ne va pas gagner grand-chose là-dessus. Il se dit, l'avenir, c'est le contenu. Et le contenu, c'est le yaourt, c'est l'eau minérale, etc., etc. Et donc, il va commencer à racheter des entreprises d'eau minérale. Alors, vous connaissez les eaux d'Évian, hein, pour nous les plus proches. C'est à l'époque où il y a le rachat par le groupe BSN. C'est des sociétés qui fabriquent des yaourts et plus largement de l'agroalimentaire. Et ainsi, peu à peu, Danone va muter, enfin plutôt BSN va muter. Une de ces marques s'appelait Danone, c'était les produits frais type yaourt, et qui, au début des années 2000, est devenu le nom même du groupe Danone. Et il y a 6 ans, eh bien Danone a fermé sa dernière société qui fabriquait des contenants en verre. Et ils sont passés ainsi d'une fabrication de contenants à une fabrication de contenu. Et vous voyez que si vous suivez Danone dans le temps, eh bien en fait, vous avez cette mutation qui se met en place. Au début, il n'y a que de la fabrication de verre, et au fil du temps, elle devient de plus en plus marginale au bénéfice de la fabrication de tout ce qui est agroalimentaire, etc. Donc si vous prenez 20 ans, par exemple, de cours de Danone, vous ne parlez plus de la même entreprise. Simplement parce que le bêta, c'est quelque chose qui est lié à l'activité. Je vous en reparlerai dans quelques instants. Mais le bêta, vous voyez, il reflète le risque. Donc, si je m'intéresse par exemple au bêta de Peugeot, et si je m'intéresse au bêta de Danone, est-ce que vous pensez qu'on est au même niveau? Deux grandes sociétés que vous connaissez bien. Au moment où j'ai fait tous ces petits calculs, vous prenez le bêta de Peugeot, vous êtes plutôt proche de 1,5, et puis pour Danone, vous êtes à 0,5. Je laisse tomber les décimales. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai ces bêtas qui sont très différents? Comment je peux l'expliquer? C'est pas le même type de marché? Ouais, mais plus loin. Je suis d'accord avec vous, on ne vend pas la même chose chez Peugeot et chez Danone. Justement, ce que vendent ces deux groupes, eh bien, explique pas mal les choses. Je prends Peugeot, les voitures. Vous êtes salarié, par exemple, vous avez un salaire, etc. On est en pleine crise économique. Tout est en train de s'effondrer, etc. Est-ce que vous allez acheter une voiture neuve? Non. Non. Vous dites, l'épargne que j'ai, je vais la garder, faire attention, c'est pas de quoi demain sera fait. Donc, ma voiture actuelle, elle va bien pouvoir durer un tout petit peu. Elle est peut-être moins à la mode, mais je ne vais quand même pas mettre des milliers d'euros dans une voiture neuve. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Par contre, si on est en pleine reprise économique, pleine croissance, vous voyez un nouveau modèle Peugeot qui sort, qu'est-ce que vous faites? On l'achète. Eh bien, vous l'achetez. J'entends le cri du cœur, là. Je l'achète. Complètement. Votre salaire est augmenté, tous les indicateurs sont au vert, tout est radieux, etc. Vous dites, c'est le moment de changer de voiture, allez, je vais faire une petite décapotable, mettre des chevaux sous le capot, etc., me faire plaisir. Voilà pourquoi vous avez un bêta chez Peugeot qui est plutôt assez élevé. En période où les choses vont mal, où le marché boursier s'effondre,
les gens n'achèteront pas de voiture, le titre Peugeot s'effondre parce que les ventes de chez Peugeot vont s'effondrer, ou en tout cas vont fortement diminuer. Et en période de reprise, typiquement, Peugeot fait un grand bond en termes de rentabilité de titres, parce que on anticipe qu'on va se remettre à acheter des voitures, tout va bien, etc. Et que Peugeot va faire de beaux bénéfices. Danone 0,5. À votre avis, pourquoi? Bah, c'est plutôt des produits, je dirais, pas de première nécessité, mais comme si. Donc, finalement, quel effondrement économique ou non, on est obligé de consommer. Exactement. Vous êtes sur de l'alimentaire. Donc, je prends l'exemple. Je vois que j'ai Sarah sous les yeux. Alors, vous savez, Sarah, tous les matins, elle se lève et derrière, elle déjeune, enfin, elle fait le petit déjeune et elle mange un petit yaourt au déjeuner, petit déjeuner. On lui a dit il faut manger du calcium, mange du calcium. Bon. Si vous avez une crise économique qui survient, Sarah va continuer à manger. Donc elle va continuer à acheter à manger, elle achètera ses yaourts, etc. Danone va moins ressentir l'effet d'une crise que d'autres types d'entreprises. Je ne dis pas qu'elle ne va pas le sentir, mais elle va en tout cas le sentir nettement moins. Et puis en période de reprise, c'est la croissance, ça y est, on va redonner des salaires importants. Sarah, elle mange toujours un yaourt le matin, elle ne va pas en manger 3, 4, 5, 10 parce qu'elle se dit j'ai été augmentée, fais-ton ça, tournée de yaourt. Non, elle ne peut pas. Elle va manger son yaourt comme tous les matins. Donc, en période de croissance, Danone ne va pas forcément exploser à la hausse, pas faire des records en termes de vente. C'est de l'alimentaire. C'est pour ça que dans tout ce qui est entreprise cotée pour lequel il y a une dimension alimentaire, première nécessité, etc., on a des bêtas qui sont plutôt des bêtas modestes. Et dans les autres types de sociétés, le risque est plus grand de voir fluctuer le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise. On a du bêta élevé. Voilà, premier élément qui nous explique cette variation du bêta. Est-ce que vous en voyez un autre? Parce qu'il y en a d'autres. Quand je vous parle de rentabilité du marché, est-ce que vous avez une idée de la manière dont on calcule la rentabilité du marché? Parce que moi, je parle du principe que vous connaissez bien tout ça, mais... Oui, c'est l'indice par exemple du CAC 40 ou l'indice américain, le Dow Jones ou des choses comme ça, je pense. Alors, on se base effectivement sur des indices boursiers. Dans l'idéal, pour calculer la rentabilité du marché, il faudrait prendre tous les titres cotés de la planète et avoir un indice planétaire. C'est en fait la base du modèle du MEDAF. Sauf que, un peu compliqué quand même. D'autant plus que les bourses ouvrent et ferment pas forcément aux mêmes horaires, donc il y a encore un décalage. Donc, si je suis, par exemple, ne serait-ce que sur la bourse de Paris, eh bien, j'ai aujourd'hui une quarantaine d'indices boursiers différents. Il y a ceux qui sont connus. Vous parliez du CAC 40. Et puis, il y a ceux qui sont un peu moins connus. Par exemple, le SBF 120 ou le SBF 250. Mais vous avez aussi le MidCAC, etc. Vous avez une quarantaine qui regroupe soit des entreprises de taille importante, soit des entreprises de taille un peu plus modeste, ou qui sont comme le SBF 250, qui compte les 250 premières sociétés de la Bourse de Paris, etc., etc. Ça, vous avez dû voir les différents types d'indices, je pense, quelque part. Bon, ça a l'air de rien, mais si par exemple, je vous calcule pour Peugeot le bêta, si je pars sur le CAC 40, eh bien, pour le bêta,
de Peugeot, je suis à 1,5. Vous reconnaissez que j'ai calculé tout à l'heure. Si je me base sur le SBF 120, je suis à 1,8. Et si je me base sur le SBF 250 comme indice de référence pour la rentabilité, je passe à un bêta de 2,1. Dommage. Donc, ce que l'on va devoir faire, en fait, c'est qu'on va s'assurer par un calcul de corrélation la sélection de l'indice de référence. Voilà. Référence. Donc, par exemple, pour le titre Peugeot, vous êtes, si je me rappelle bien, avec un coefficient de corrélation de 0,69. Donc une corrélation pas hyper forte, mais quand même une corrélation importante. Et le CAC 40, c'est l'indice pour lequel il y a la plus forte corrélation de tous ceux que je vous ai présentés pour Peugeot. Donc c'est plutôt celui-ci qu'on a mis en avant. Mais attention, attention. Vous vous rappelez du coefficient de détermination ? Allô ? Allô, allô ? Où sont mes anciens L3 et L2 ? Allez, on ne se cache pas. Coefficient de détermination, ce qu'on appelle également le R carré. C'est le coefficient de corrélation au carré. Si je le calcule, j'arrondis, je suis à 0,48. C'est-à-dire ici, la variation de la rentabilité du CAC 40 explique 48% de la variation du titre de Peugeot. C'est-à-dire que derrière, le titre Peugeot a une variation qui est expliquée à 52% par autre chose. Et on va très souvent être confronté à ça avec le bêta. L'explication est très souvent que relative. Ça va ? Oui, oui. Donc, par exemple, Peugeot, typiquement, ce qui peut jouer sur la rentabilité de son titre, Monsieur. c'est si on vous annonce des hausses de prix de carburant. Et si Peugeot, par exemple, est très diesel dans sa motorisation et que l'on vous dit on va augmenter le prix du gasoil parce que pour X raisons, c'est pas écologique, etc. Typiquement, là, vous avez une annonce qui va impacter le titre en bourse de Peugeot sans que le marché financier lui ait connu de fluctuation. Il y a quelqu'un qui me pose une question, là, j'ai entendu. Oui, est-ce que vous pouvez juste répéter l'interprétation du coefficient, s'il vous plaît? J'ai pas entendu la fin de votre phrase, pardon. L'interprétation du coefficient, s'il vous plaît. De détermination ? Oui. Alors déjà, c'est la coefficient de corrélation au carré. Et je vais vous la marquer. Quand j'ai 0,48, ça veut dire que la rentabilité du marché financier, j'aurais même du CAC 40, puisque je parlais du CAC 40, explique 48% de la variation de la rentabilité du titre Peugeot, R petit a. Ça veut dire aussi donc que la variation de la rentabilité de Peugeot est expliquée par autre chose à hauteur de 52%. La variation de la rentabilité du marché
Et la raison principale, la première raison de variation du titre, mais il y en a d'autres qui jouent. Ce qui fait que très souvent, on est amené à regarder quelles sont les autres raisons pour pouvoir étudier le titre Peugeot, par exemple, typiquement. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bon, on a arrêté là sur le bêta, parce que vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses qui sont à voir et qui expliquent pourquoi on peut avoir des bêtas plutôt assez différents. Et puis maintenant, je vais continuer notre petite affaire en allant sur le point suivant. Le point suivant, c'est revenir, j'étudie la rentabilité des fonds propres pour revenir sur la dette de l'entreprise. Parce qu'effectivement, dans le CMPC, si vous vous rappelez la formule, je prends le montant de la dette et je le multiplie par la rentabilité de cette dette, le coût. Et c'est là où les problèmes vont peut-être aussi se poser. En effet, on va se trouver face à 3 situations différentes pour ce taux de la dette. Le premier cas, qui est le cas facile, vous êtes face à une société pour laquelle il y a une cotation de la dette. Bon, tout va bien, parce que ici, vous allez pouvoir calculer le taux actuariel de cette dette. C'est-à-dire, vous vous rappelez, quand vous êtes en train de faire une évaluation des obligations, vous allez dire, j'ai une égalité entre le prix de remboursement de mon obligation, connu à l'avance, et puis tous les flux de coupons de cette même dette. Donc, on va aller chercher le taux d'intérêt qui permet d'égaliser le cours de l'obligation en bourse et l'ensemble des flux qu'elle génère. Ce taux, c'est le taux actuariel. Ce qu'on avait rencontré avec IDEC, on avait simplement, ce n'était pas une obligation, c'était la valeur d'IDEC qu'on se posait comme question à l'époque. Ça marche de la même manière. Donc, si votre titre est coté, ça va pas mal, parce que s'il est coté, vous connaissez le cours en bourse de l'obligation, vous savez quels vont être les coupons qui sont servis à ceux qui détiennent, et vous avez la valeur de remboursement également qui est connue. Et la question, c'est quel est le taux qui fait que le cours est égal à la somme des coupons plus valeur de remboursement. Ça, c'est le cas pratique. Mais, le cas le plus pratique. Mais c'est loin d'être le cas principal. Vous avez alors une deuxième possibilité. Vous êtes face à des dettes qui ne sont pas cotées, mais pour lesquelles il y a un programme de notation qui est fait par l'une ou l'autre des grandes agences. Vous connaissez le principe de notation des emprunts. Oui, les triple A, B, etc. Voilà, les triple A, les B, les C. Vous avez quelques grandes sociétés qui font la notation. Vous avez notamment Moody's. Vous avez
Voilà, c'est notre fameux Standard & Poor's qu'on a croisé il y a quelques secondes. Vous avez aussi Fitch, pardon, avec un F. Et le principe de notation, c'est par exemple le triple A. Alors ça va dépendre comment il fonctionne, mais c'est triple A, ou ça peut être grand A suivi de 3 petits A. Ça dépend de l'agence par laquelle vous passez. Mais en fonction de la notation, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un différentiel qui s'applique sur le taux d'intérêt. Donc, je vais essayer de me mettre dans un petit coin où j'ai encore de la place. Ou si vous voulez que je vous en parle un peu plus. Par exemple, si je prends une notation, l'idée va être le suivant. Ça, c'est typiquement, par exemple, Standard & Poor's ou Fitch, qui vont dire, eh bien, quand on a un point issu de la notation, c'est égal à 0,01% d'intérêt. Donc, par exemple, si vous êtes sur un emprunt à 1 an ou un emprunt qui a une durée de vie de 5 ans, j'irai jusqu'à 30 ans, comme ça j'ai quelque chose d'assez large. Et bien si par exemple vous êtes triple A, il y a la meilleure notation possible. Vous êtes face à une société qui a un risque quasi nul. Eh bien le rating vous donne 5 points si vous avez une dette d'1 an. C'est-à-dire que vous allez avoir un taux qui est de 0,05% qui vient s'ajouter au taux sans risque du marché. Par exemple, vous avez un taux sans risque du marché par exemple de 1%. La société dont je vous parle là, elle rajouterait 0,05 points à ce 1% pour le taux d'intérêt de sa dette. Si elle a emprunté sur 5 ans, on passe à 22 points, c'est-à-dire 0,22%. Et si cette même société sans risque a emprunté pour une durée de 30 ans, eh bien, on passe à 50 points, c'est-à-dire à 0,5% en plus du taux sans risque. C'est ce qu'on appelle un spread. Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, à partir de 5 ans? Bien sûr. Donc, pour chaque durée, pour une autre donnée, on a des points qui sont attribués. Et ces points permettent d'obtenir ce qu'on appelle un spread, c'est un pourcentage qui se rajoute à ce qui est appelé un taux d'intérêt sans risque. Donc, quand on a un triple A, c'est-à-dire qu'on est avec un emprunt à très haute sécurité pour une durée de 5 ans, eh bien, on a 22 points, c'est-à-dire un spread de 0,22%. Si vous êtes sur un emprunt d'une durée de vie de 30 ans, cette société sans risque, eh bien, se voit attribuer 50 points, c'est-à-dire 50 fois 0,01%, un spread de 0,5%. Si, par exemple, vous allez sur une société qu'on appelle de qualité moyenne, un triple B. Je ne vous parle pas tout le tableau, j'en sélectionne qu'une partie. Le triple B, eh bien, pour un emprunt d'une durée d'1 an, c'est 90 points, c'est-à-dire 0,9%. Pour une durée d'un emprunt de 5 ans, c'est 125 points, c'est-à-dire 1,25% de spread. Et si vous êtes sur une durée de 30 ans, c'est 165 points, c'est-à-dire 1,65% qui se rajoute. Je prends un dernier exemple, un triple C. C'est-à-dire, en fait, vous êtes sur un emprunt, alors qu'on dirait poétiquement, hautement spéculatif.
moi je dirais plus simplement, ça sent la mauvaise santé. Sur un emprunt à 1 an, c'est 1600 points. C'est-à-dire 16% qui va s'ajouter au taux sans risque. Si vous êtes sur une durée de 5 ans, vous êtes à 2100. Vous rajoutez 21% au taux sans risque. Et si c'est un emprunt à 30 ans, vous êtes à 3800, voire plus. C'est-à-dire que vous rajoutez 38% de taux d'intérêt à un taux d'intérêt sans risque. C'est un peu ce qu'on rencontrait, si vous vous souvenez, avec les dettes dans IDEC, quand je vous parlais de ces fameux emprunts à haut rendement. On est sur ces approches-là. Voilà. Mais ça, des sociétés qui ont une dette notée, ce n'est pas non plus la majorité. Vous êtes encore face à des grandes sociétés. Après, il nous reste un dernier cas, c'est le cas de la société pour laquelle les dettes sont non cotées et non notées. Et là, en l'occurrence, eh bien, on va avoir 2 sous-cas. Premier cas, c'est encore facile. On est face à une société récemment endettée. C'est-à-dire que la banque ou l'organisme qui a prêté de l'argent à cette société a fait un petit travail, a mesuré le risque qu'elle représentait et lui a attribué un taux d'intérêt. Logique. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez récupérer ce taux d'intérêt et l'utiliser pour toutes les dettes de l'entreprise. Mais ça, il faut que l'entreprise se soit récemment endettée. Et puis, vous avez le deuxième cas, non récemment endettée. Là, c'est vraiment pas de peau, hein. Elle est ni cotée, ni notée, et elle ne s'est pas endettée récemment. Mais elle a quand même des dettes qui figurent dans son bilan. Il va bien falloir trouver le moyen d'afficher un coût. Eh bien, que croyez-vous qu'on fasse? Eh bien, on va prendre un panier de sociétés similaires. On va dire, on va aller voir s'il y a des sociétés qui représentent une activité proche, si possible une taille proche, si possible un risque identique ou proche. Et ces sociétés, on les a choisies notamment parce qu'elles avaient soit de la dette cotée, soit de la dette notée. Et on va donc piquer le taux d'intérêt de ces sociétés. Donc là, on va faire une sorte de bricolage pour y arriver. On va essayer de prendre du brick, du broc, dire « Ah, tiens, c'est à peu près la même taille, un secteur d'activité à peu près pareil. Bon, eux, ils sont endettés, on connaît le taux d'intérêt de leur dette. Ok, on reporte, on la nôtre. Ça va bien être pareil. Ça va pour vous? Oui. Parfait. Bon, voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ce problème de CMPC, mais vous voyez, on a quand même des choses qui sont très, très compliquées et sensibles. Et ça fait là, en fait, toute la valeur de l'évaluateur. Ce n'est pas la formule de flux de trésorerie qui est compliquée, c'est le taux d'actualisation.
Et puis enfin,